Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast des CSF. Donc aujourd'hui, on a comme invité spécial Antoine Chaume-Legault. Donc merci d'avoir accepté l'invitation pendant cette période de REER. C'est très gentil de prendre le temps pour moi. Merci à toi, merci de l'invitation, Louis-Xavier, ça fait plaisir. Excellent, mais il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite intro qui que t'es exactement? Absolument. Donc, pour te donner un peu de background, j'ai commencé à la banque en 2011. Donc, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, je le redis parce que je prends souvent ça. Je suis un jeune vieux ou un vieux jeune, là. J'aime ça dire ça. Commencé en 2011 à la banque, j'ai fait 3 ans, mes classes en quelque sorte, en institution financière. J'ai fait 2 ans en succursale, un an comme trader là, dans la plateforme de courtage de l'institution financière. Puis par la suite, je savais que je voulais travailler vraiment avec des clients d'un point de vue approche, conseil, tout ça. Puis j'ai pris la décision en 2014, du haut de mes 21 ans, je suis parti de rien. J'ai lâché la banque, je suis parti de zéro, ground up, un client à la fois. Puis écoute, c'est la 11e année maintenant, même 12e année comme conseiller indépendant. On a bâti une équipe, on est en forte croissance, puis on travaille fort. Et puis un élément, Louis-Xavier, qui est super important, c'est que la façon que j'ai toujours abordé l'industrie, ça a été de me positionner d'un point de vue communication, d'un point de vue de donner de la valeur, oui, aux conseillers, également aux clients. Puis en faisant ça, ben ça m'a permis tranquillement d'avoir des opportunités dans les médias et de plus en plus. Puis je suis super content aujourd'hui. Là, j'ai une chronique une fois par semaine ou 2 fois par semaine, des fois à la télévision. Je suis souvent appelé là, dans les médias. Donc c'est un beau challenge. Puis clairement, c'est le fruit en fait d'années et d'années de travail. Là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis ça a été des semaines de 60, 70, 80, 90 heures des fois de travail acharné. Donc, on voit les résultats aujourd'hui, mais clairement, il y a beaucoup derrière. Ouais, ça, des fois, les gens voient pas les deux côtés de la médaille. On voit la personne qui a du succès, on se dit, OK, il est tu sais, dans le fond, comment il a réussi à se rendre là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné la business ou whatever? Mais la plupart des gens qui ont réellement réussi, ben, c'est qu'ils ont travaillé vraiment sans arrêt puis qui ont mis les efforts nécessaires pour y arriver. Surtout d'avoir une bonne mission, tu sais, du côté que tu parlais tantôt, de vouloir aider le prochain, puis de pas avoir peur de donner de l'information, aider les autres. Comme aujourd'hui, les deux, on est dans deux firmes différentes. Puis on parle déjà que, rendu là, on peut tous s'entraider à tout avancer. Puis il n'y a pas une question d'avoir une compétition, quoi que ce soit. Chaque modèle d'affaires a ses avantages. Puis quand je t'ai vu, justement, à l'association de la jeune relève, ben, lui est vraiment sharp. Tu sais, c'est le fun de voir des gens qui prennent le temps de donner des conseils, puis parler avec tout le monde. Ben, je pense qu'on ferait déjà tout ça, ça l'aiderait déjà plus notre profession, là. Absolument. Puis un élément, je sais pas si tu étais au courant, là, mais les balbutiements de l'ARSF, j'ai été le président fondateur avec que 3 autres personnes du HCQ Montréal Rive-Sud. Donc, juste avant qu'Anne-Rebecca devienne présidente, en fait, on a lancé la division Montréal Rive-Sud, puis après ça, ils ont amené ça vraiment à un autre niveau, là. Vraiment, je les félicite pour ça. Mais c'est vraiment chouette de voir des jeunes s'impliquer. Puis clairement, on est dans une industrie, écoute, c'est moindrement que tu t'impliques un peu à la CSF, justement. Tu vois que la moyenne d'âge est au-dessus de 50 ans, même vieille cinquantaine. Il y a tellement d'opportunités pour des jeunes qui ont faim, qui ont envie de travailler, puis qui ont envie de bâtir une business. Il y a vraiment une multitude d'opportunités. Puis je te dirais, le point central, là, puis j'en parle quand même assez fréquemment. Le point central, c'est que tu regardes, par exemple, des athlètes professionnels, puis celui qui me vient en tête, c'est André Agassi. J'avais vu André sur un stage, je pense, écoute, en 2000, ça doit être en 2015 ou 2014, dans ces eaux-là, là. Ça fait vraiment longtemps. Puis André Agassi, ce qu'il disait, il dit, tu sais, il dit, moi, je suis arrivé à un moment donné au sommet du monde en termes d'athlètes dans le milieu du tennis. Puis à ce moment-là, j'avais 7 coachs qui m'accompagnaient. Il dit, j'étais probablement la personne qui avait le moins besoin de coach sur la planète au niveau du tennis. Il dit, par contre, tous les matins, je me levais, puis j'avais 7 professionnels qui m'accompagnaient. J'avais un coach de nutrition, un coach pour mes services, un coach de tennis, un coach d'entraînement physique, un coach psychologique, etc. Puis ça l'a vraiment dicté mes dernières années, mais même quand j'étais plus tôt dans ma carrière,
j'ai toujours investi dans moi en premier. Puis ça c'est un élément que des fois, je vois des gens un peu plus jeunes ou qui commencent, qui disent, ah ben, une formation à 1000$, ça coûte cher. Freaking pas, c'est gratuit 1000$. Là. T'investis 1000$ aujourd'hui, ça va te ramener 50 000, ça va te ramener 500 000 de valeur overtime pour ton temps. Donc, moi, ce que je dis, c'est entoure-toi de coachs, mets-toi dans des regroupements. Tu sais, puis je pense, toi aussi, Louis-Xavier, je crois que tu fais un genre de mastermind un peu là, pour les conseillers de gens qui se regroupent ensemble pour discuter. Mais le point, c'est simplement, entoure-toi de gens qui sont performants, entoure-toi de gens qui sont inspirants. Puis, ce que le meilleur conseil là, que je peux donner, sans être rabat-joie, là, mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est assure-toi d'être avec du monde plus smart que toi dans la pièce. Puis il faut jamais dans la pièce que tu sois la personne, si on veut que tout le monde regarde, puis c'est que, ah, wow, OK, il faut toujours que tu essayes de te mettre dans des situations où tu es avec d'autres gens qui shine, puis que tu te dis, wow, OK, je peux tellement apprendre des gens autour de moi. Ça, c'est ce qui dicte mon background, là, je te dirais. Là. Ben, c'est vraiment, je pense exactement la même chose que toi. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui ont envie, par exemple, de justement s'entourer de gens qui ont plus de succès d'eux? Dans un monde aujourd'hui, tu sais, je suis sûr que tu es d'accord avec moi que plus qu'on avance, ben, des fois, de créer des nouvelles relations amicales, etc. Est-ce que tu as des conseils pour toi qui t'ont permis justement de pouvoir évoluer avec les gens que tu as rencontrés, puis de faire en sorte que tu n'es plus la personne la plus intelligente, pas la plus intelligente, mais tu sais, la personne, on va dire, qui a atteint un niveau de succès qui est quand même assez élevé pour avoir des gens qui ont encore plus de succès que toi. Est-ce que tu as eu un truc pour constamment, parce qu'on s'entend que toi aussi, tu as évolué rapidement. Comment tu fais pour tout le temps évoluer un peu le réseau de personnes autour de toi? Il y a plusieurs éléments. Je te dirais, premier élément, c'est qu'on pense souvent Québec, Québec, Québec. Le Québec, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'entrepreneuriat, on s'entend. Donc, peut-être d'être un peu plus ouvert d'un point de vue des limites géographiques. Ensuite, le deuxième élément, c'est trouver des groupes ou des regroupements de gens qui sont vraiment sharp, que tu peux t'entourer ou tu peux partager. Je te donne un exemple. Là. Tu vois, en date d'aujourd'hui, ma partenaire et moi, on a 3 coachs qui nous accompagnent. Puis je suis également dans un regroupement d'entrepreneurs avec des entrepreneurs que, franchement, on est la plus petite business dans ce regroupement-là. Donc, on est vraiment privilégié de pouvoir côtoyer du monde à fort succès. Il y a des CEO d'entreprises qui ont des milliers d'employés. Là. Donc, tu sais, le point, c'est simplement de te mettre les pattes, si on veut, dans des regroupements, d'investir dans ton éducation pour aller chercher des formations. Tu sais, je te donne un exemple. Okay? Nous, notre modèle d'affaires, c'est qu'on se positionne comme étant le carrière financier pour gérer les entrepreneurs. Donc, notre façon de faire, en fait, c'est que on s'intègre dans l'écosystème de notre entrepreneur, principalement en technologie, donc dans les secteurs d'activité en forte croissance, technologie, médias, puis tout ce qui est entertainment. Okay? Donc, on va s'occuper un peu comme un genre de... Le titre est galvaudé, là, mais un peu en mode multi-family office où on a vraiment plusieurs lignes d'affaires où on va s'occuper de tout pour l'entrepreneur. Puis on va également s'occuper de donner de la valeur à sa business via les assurances collectives, via l'accompagnement financier de ses employés. Donc, on a des équipes dédiées qui vont rentrer dans les business pour donner de la formation en entreprise, en planification financière pour tous les employés. Donc, nous, notre équipe, on s'occupe des exécutifs, puis on a une partie de l'équipe qui est là pour donner aussi de la valeur à tous les employés. Également, on fait tout ce qui a trait au HR. Donc, le point ici, c'est simplement, ça, c'est notre clientèle. On connaît notre clientèle. Ben là, tu vois, on contemple l'idée d'aller faire une formation aux États-Unis qui est spécialisée pour justement les entrepreneurs en tech aux States qui sont en mode, qui grossissent rapidement puis qui veulent aller chercher des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Ben, encore une fois, c'est que tu comprends ta clientèle, tu sais c'est qui ton persona, puis après ça, tu trouves des façons de te mettre les pattes où ces gens-là sont. Donc, quelqu'un, par exemple, qui travaille, qui est super performant, je vais donner un exemple avec des camionneurs, c'est juste ça qui me vient en tête, là, mais le point, c'est quelqu'un qui est super performant avec des camionneurs, qui a du fun, je sais pas, ses parents étaient camionneurs, puis il connaît là, comment ça marche.
ben trouve une façon d'aller dans un regroupement de camionneurs puis de réseauter avec ces gens-là, puis d'être en contact avec ton persona. C'est la même affaire pour les gens qui cherchent à travailler avec des professionnels de la santé ou peu importe. Mais un petit advice, si on veut, pour les gens qui nous écoutent, tenter de trouver des secteurs d'activité qui sont plus des océans bleus que des océans rouges. Parce que les professionnels de la santé, tout le monde veut travailler avec eux. Puis la réalité, c'est que tu te rends compte que finalement, oui, ils font des bons sous, mais il y a certaines autres classes de personnes qui peuvent faire vraiment plus d'argent là, que des professionnels de la santé. Oui, ouais, effectivement, c'est que on dirait que c'est comme le rêve de tout le monde, de travailler juste avec des médecins, dentistes, mais en réalité, tu compétitionnes contre tout le monde, là, toutes les gestions privées, les banques, les family office, ça devient extrêmement difficile. Puis comme tu disais tantôt, ben, c'est de trouver un créneau que ça fonctionne, puis vraiment devenir une sommité dans ce domaine-là. Si tu les comprends, ben, tu vas être capable de parler le même langage qu'eux, c'est tout à fait logique. Exact. Puis, si je peux ajouter, une fois que tu comprends c'est qui ton persona, c'est qui les gens avec qui tu as du plaisir, avec qui tu es compétent, mais tu es en mesure aussi de bâtir l'offre de service qui est complémentaire en fonction de ça. Donc, je te donne un exemple pour nos clients dans le milieu tech. Ben, on a tous les contacts pour faire les levées de fonds, tout le côté M&A, l'accompagnement pour le côté, par exemple, propriété intellectuelle. Donc, tous les professionnels qui sont là, qui évoluent dans le même milieu, ben on travaille avec eux, on collabore avec eux, donc on leur envoie des opportunités, ils nous envoient des opportunités. Ça, c'est un autre élément, tes cercles d'influence. En anglais, on dit des COI, Circle of Influence. C'est tellement important parce que, surtout si tu veux bâtir une business dans notre milieu, le fait de collaborer avec des professionnels qui sont complémentaires à toi, ça devient des gens gratuitement qui sont pour toi à faire du développement des affaires. C'est-tu pas malade, ça? Ben oui. Ben c'est tout à fait. C'est le fun, le fait de développer vraiment une business qui est vraiment intégrée au client. Fait que là, tu vas chercher une valeur ajoutée qui va pas juste être. À la fin de la journée, ben, on s'entend que dans notre domaine, on est rémunéré par la gestion des investissements, les produits d'assurance collective, mais c'est que vous donnez une valeur ajoutée à l'entreprise globale. Puis après ça, les investissements, etc., deviennent presque pas secondaires, mais c'est que c'est rendu à un certain point, si tu t'occupes de toute la gestion, ben ça vient dans le package d'une certaine façon. Fait que c'est le fun, ça leur donne de la valeur ajoutée sans nécessairement payer plus de leur côté. Exactement. Puis ça a été, si on veut, notre planche de salut qui a fait en sorte que dans les dernières années, on a eu beaucoup de traction, beaucoup de références aussi. Parce que tu passes d'un rôle d'un conseiller, par exemple, qui parle juste des placements, puis que tu es super, c'est ça ta boîte, à plus un conseiller d'affaires, un conseiller de business. Puis après ça, ben j'ai eu des discussions récemment. On a un client qui était en train de faire ce qu'on appelle du M&A, là, donc des transactions qui rachètent. Puis là, à un moment donné, il y a eu l'opportunité aussi potentiellement de vendre une partie de sa business qui était une de ses lignes d'affaires. Puis cette personne-là m'a dit, ben écoute, si ce n'était pas de mon avocat qui a ramené la transaction, puis qui nous a ramené aussi, c'est très émotif, là, on s'entend quand tu vends ta business, ben il dit, si ce n'était pas de mon avocat qui nous a ramené sur le droit chemin, il dit, la transaction aurait 100% avorté. Donc, le point ici que je veux faire, c'est simplement, nous, notre rôle en tant que planificateur financier, en tant que conseiller en placement, en tant que conseiller en sécurité financière, à mon avis, là, j'ai pas la recette, mais notre recette qui fonctionne pour nous, c'est que nous, on se positionne comme étant des conseillers d'affaires, de business pour nos clients. Donc, on devient une ressource beaucoup plus loin que, besoin de financer ma convention d'actionnaire, il faut que j'appelle Antoine. C'est comme, oui, on va le faire, puis on le fait très bien, là, c'est correct. Mais on va aller vraiment plus loin, puis après ça, ben, s'il y a un problème quelconque, on est sur le fast dial, fait que moindrement qu'il arrive quelque chose, on est au fait, on est en mesure de donner de la valeur. Et donc, ça fait en sorte que la partie investissement, par exemple, qui est super importante, puis, tu sais, pour nous, les investissements, c'est à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. OK? Donc, on s'entend, c'est la majeure partie de notre chiffre d'affaires. Ben, on parle peut-être 25% de notre temps des placements, même si c'est 70% du chiffre d'affaires, parce qu'à un moment donné, c'est given que la personne fait affaire avec toi pour
l'accompagnement global, puis l'accompagnement global inclut également toute la partie investissement. Ben, j'ai toujours pensé comme ça de mon côté aussi, quand je parlais avec mes clients, ben, le fait que j'ai eu beaucoup de business dans ma vie, structure complexe, fiducie, etc., ben, c'est un sujet que je me suis toujours intéressé. Puis avec mes clients de business, ben, on échangeait tout le temps sur plein de sujets. Puis après ça, quand tu deviens un peu la référence pour ton Mhm. client, pour tous les besoins qui peuvent toucher son entreprise, ses besoins personnels, mais là, ça crée une liaison qui est tellement plus forte que juste être la personne qui propose des placements ou de l'assurance. Fait que là-dessus, je suis 100%, je partage le même point que toi. Puis Mhm. d'essayer, tu sais, de donner de la bonne éducation, tu sais, au final, on a beaucoup de gens dans l'industrie qui ont des titres professionnels, mais Mhm. des fois, on se rend compte que le niveau d'éducation ou de connaissance, ben, il pourrait être amélioré. Fait que tantôt, tu parlais un petit peu de notre genre de regroupement qu'on fait. Ben, moi, je fais un live chaque matin avec toute mon organisation pour OK. vraiment essayer de partager tout le savoir que j'ai eu dans ma vie. Tu sais, j'étais propriétaire d'un bureau comptable, fiscal. Mhm. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, ben, j'essaie d'éduquer le plus possible les gens autour de moi pour justement qu'on puisse bien conseiller les gens. Puis ça, c'est le fun. Moi aussi, j'ai toujours pensé comme toi que qu'est-ce qui a fait souvent la différence qu'une personne me choisisse, c'était par le fait que moi-même en business, ben, j'ai eu des connaissances, des expériences, Mhm. des bons contacts. C'est fou, tantôt, tu sais, juste le fait, des fois, tu peux avoir un avocat que tu choisis, ben, s'il y a quelqu'un que tu as vraiment travaillé avec lui sur plusieurs transactions, puis tu sais que c'est le spécialiste dans ce genre de transactions-là, c'est fou comment qu'il y a des professionnels autour de nous, ça peut être des syndics, avocats, des fois qui vont pas connaître leur matière vraiment très bien, puis ils vont faire en sorte qu'il y a des clients qui vont être influencés dans des choix qu'ils n'auraient vraiment pas dû faire ou qui auraient eu plus Mhm. d'options. J'ai vécu une situation dernièrement, puis c'était l'enfer. Si la personne aurait fait confiance à une des deux personnes dans l'équipe, mais ça aurait changé toute sa situation financière au complet. Fait qu'on se Ouais. retrouve avec beaucoup de gens, des fois, qui ont des titres professionnels, mais qui vont vraiment, peut-être qu'ils sont trop occupés, qui ils font pas attention au dossier de la personne ou qui donnent juste des mauvais conseils. Mais quand tu as des gros clients, des grosses business, un mauvais conseil, comme tu disais tantôt, peut vraiment avoir une influence qui est catastrophique. Clairement. On l'a vu à maintes et maintes reprises au courant des dernières années. Et ce que je peux dire clairement, c'est que le titre professionnel ne veut pas nécessairement dire que la personne est compétente, là. La personne peut être très bonne d'un point de vue des livres, puis absolument pas en mesure d'incorporer ça dans la vie réelle, puis dans la pratique. Maintenant, ce que je peux également dire, c'est de s'assurer, là, quand tu bâtis tes cercles d'influence, de t'assurer de travailler de nombreuses fois avec la personne pour vraiment comprendre son expertise et tout. Tout le monde n'est pas bon dans tout, en quelque sorte. Donc, c'est correct de le comprendre. Après ça, il faut avoir suffisamment d'humilité pour être en mesure de te positionner, pour ajouter ces ressources-là ou ces compétences-là, si on veut, dans ton entourage. Puis c'est clair que quand tu rencontres je sais pas, là, un comptable qui challenge pour les assurances, puis là, l'autre bord, après ça, il s'en va challenger ici pour ça. Tu sais, je comprends, c'est correct en même temps. Le professionnel est là pour protéger les intérêts de son client. Par contre, à un moment donné, faut quand même avoir suffisamment d'humilité pour dire, ben écoute, ça me semble correct, c'est pas nécessairement mon expertise. Par contre, si je veux challenger la stratégie d'assurance, par exemple, corporative pour le client, ben, je vais trouver un fiscaliste qui en fait toutes les semaines, puis qui est en mesure de Mhm. poser les bonnes questions, puis vraiment de comprendre de fond en comble la stratégie avant de dire que c'est pas bon ou que c'est bon. Tu sais? Ouais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui se prononcent même sur des sujets qui ont pas l'expertise. Oh non, ça, c'est pas bon. Tu vois, je suis sûr que tu es d'accord avec moi que tu vas avoir tellement vu, toi aussi, de structures dans ta vie qui n'avaient aucun sens. Tu sais, c'est pas normal que la personne qui est spécialisée en placement, assurance, planification financière, ben, se rende compte d'erreurs majeures dans des structures qui ont été faites pour des clients. Des fois, c'est vraiment catastrophique de la façon que c'est monté. On dirait qu'on voit des structures comme ça sans arrêt qui sont monté d'une façon assez particulière. Ouais, c'est quelque chose. Écoute, ça me fait rire, puis ça me fait penser à plusieurs éléments. Comme on a discuté juste avant le podcast, nous on est en valeur mobilière. Puis écoute, ça m'est arrivé dans le passé qu'il y a des gens qui n'avaient pas nécessairement les permis de valeur mobilière, puis qui arrivent,
ils portent des jugements sur certains pans de la stratégie, par exemple des placements privés alternatifs, puis la personne avait juste pas l'expertise, connaissait pas les produits, avait pas l'expertise, puis dit ah c'est pas bon ça, transfère tout chez nous. Ben tu sais la réalité c'est que si tu dis ça, tu fais un call sur des stratégies, puis c'est des stratégies que tu connais pas ou que t'as pas les compétences ou les connaissances pour en juger. C'est une pente glissante là, faut faire attention. Puis au même titre que de l'autre côté, d'un point de vue justement de la fiscalité, je te dirais, nous la façon qu'on s'est positionné au bureau, c'est qu'on a embauché quelqu'un, donc une fiscaliste qui est dans l'équipe maintenant, qui est là pour donner du service conseil puis s'assurer, en fait, d'avoir les deux yeux sur les structures des clients. Puis, en fait, ça nous permet justement, quand on rentre dans des dossiers un peu plus complexes, ben on a quelqu'un qui est là pour veiller au grain pour les clients. Puis, un des challenges que j'ai vu souvent, c'est que surtout des entrepreneurs, tu sais, t'es un entrepreneur, je le suis, je vais nous mettre dans le même bateau, là, on est des gens extrêmement occupés, on a probablement 1000 projets, on pense à 1000 autres projets. La réalité, c'est qu'on ne va pas toujours s'arrêter pour aller rencontrer le fiscaliste puis le comptable à chaque 6 mois ou à chaque année pour hey, ma structure est-tu optimisée en date d'aujourd'hui? T'sais? Donc, la réalité, c'est que ça se peut des fois qu'il y a des gens qui reçoivent du conseil une couple d'années avant. Finalement, leur situation a tellement changé puis ils ont juste dit bon, ben, c'était bon avant, c'est encore bon aujourd'hui. Mais non, c'est important de se poser ces questions-là. Peut-être pas à chaque année, mais à chaque peut-être 2 ans, de juste refaire un petit check-up. Tu ouvres le capot, là, tu vas au garage, là, quand tu fais ton changement d'huile, ben, tu demandes de regarder la pression de tes pneus puis de t'assurer que ton filtre à air, s'il doit être changé, il est changé. Ben, c'est un peu la même affaire pour une business. C'est juste s'assurer que tout est bien set-up puis qu'on puisse continuer d'avancer comme ça. Puis moi, ce que je peux dire, c'est un peu probablement que, comme chez vous, ben, t'assurer d'être dans une boîte où tu as des services à valeur ajoutée qui te permettent d'être bien outillé pour t'adresser à la clientèle cible avec laquelle tu veux travailler, quelle qu'elle soit, que ce soit des médecins, des entrepreneurs, que ce soit des gens fortunés, des gens d'un peu plus de la classe moyenne, tout ça, ben, juste d'avoir le bon setup avec les bons professionnels autour de soi, je crois que ça c'est un élément qui est vraiment super important. Oui, à 100%, d'avoir de l'accompagnement. À cause que plus que le temps avance, on dirait qu'il y a beaucoup de firmes que l'accompagnement fait juste diminuer les services. Je reçois beaucoup de commentaires. Les gens disent, ben, dans l'endroit que je suis en ce moment, je ressens comme si c'est une boîte à papier. Il n'y a plus de papier, mais tu sais, dans le sens que il y a tout le temps des fois qui se demandent un petit peu c'est quoi des fois l'intérêt on veut dire c'est quoi la valeur ajoutée de la firme qu'ils ont en haut d'eux. Fait que, dans un moment, tu sais, que les technologies s'en viennent de plus en plus avancées. Fait que moi, je pense que les entreprises qui vont le plus de croissance, en tout cas dans notre domaine à nous, ça va être les entreprises qui se démarquent par des valeurs ajoutées, des outils, des solutions, de l'expertise. Fait que ça s'en va directement dans ma façon de penser pour être capable d'avoir de la croissance puis aller chercher des parts de marché dans un marché qui a peu évolué depuis quand même pas mal d'années. Exact. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans ce contexte-là. Puis, et je te dirais moindrement que tu es un peu à l'affût de la technologie. Il y a tellement d'outils qui permettent d'aider. Je te donne un exemple là, pour les auditeurs puis les gens qui nous écoutent. Utiliser la technologie, par exemple, pour la prise de notes. OK? C'est vraiment bête, mais la partie qui va faire en sorte que s'il y a un problème avec un client, tu es en mesure de te backer, c'est tes notes, OK? Puis probablement, je suis le premier coupable, là. Mes notes, si on regarde là, 10 ans comment c'était fait, c'était 2, 3 mots sur un papier, puis après ça, on le numérisait, puis on espère que ça aille bien. Et ça a évolué depuis, je caricature, là, on s'entend, on était quand même plus complexe que ça, mais le point, c'est simplement, en date d'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, tu es littéralement presque plus obligé de prendre de notes. Tu as un transcript complet de toute ta discussion. Puis après ça, ça te fait même des points d'action. Bon, ben le client, il désire cotiser 25 000 $ dans son REER. C'est marqué, il y a une petite case pour que tu peux cocher. Le client veut faire sa cotisation CELI, R3E, machin. Puis ça te donne tout. Après ça, tu fais un copier-coller, tu mets ça dans ta base de données pour ton équipe administrative ou pour faire des suivis.
t'es béton après ça d'un point de vue protection. Puis ça, je sais pas si on va aller dans cette direction-là. Maintenant, tu vois, nous, on a bâti un modèle où on a de la croissance organique clairement avec notre clientèle cible. De l'autre côté, on fait aussi de la croissance par acquisition. Donc, dans un contexte de gens qui n'ont pas de relève, tout ça, ben nous, on considère de prendre la relève pour les cédants. Puis, en fait, quand tu rentres dans une nouvelle clientèle que tu connais pas les gens, c'est doublement important de te protéger puis de pouvoir continuer d'avancer puis de bien faire les choses parce que la réalité, c'est qu'on est dans une industrie extrêmement réglementée. Puis, un client qui a 50 000 peut autant te nuire, voire plus, que quelqu'un qui a 5 millions ou 10 millions. Parce que quelqu'un qui a un peu moins de sous, ben, l'impact que s'il y a une erreur dans son dossier, ça peut avoir un plus gros impact pour la personne plutôt que quelqu'un qui a vraiment une situation confortable financièrement. Puis la réalité, c'est que les règlements, les régulateurs, dis-je bien, ils vont avoir un peu moins pitié, si on veut, de quelqu'un qui vaut 20 millions plutôt que quelqu'un qui en vaut 50 ou 100 000. T'sais? Donc, c'est super important là, de bien s'organiser. Puis je dirais, ceux qui veulent croître au courant des prochaines années, si tu veux pas être freiné, tu n'as pas le choix de mettre le côté de la conformité le plus réglo possible, puis vraiment de t'assurer de pouvoir avancer dans un environnement où tes arrières sont couverts, puis d'avancer de cette façon-là. Je crois que c'est vraiment priorité numéro un si tu veux avoir de la croissance rapide là, au courant des prochaines années. Oui, effectivement, parce que on le voit surtout dans les dernières années, les exigences ont vraiment beaucoup évolué. Puis c'est là que ça fait un peu aussi tu sais, de plus en plus de gens qui décident de même de laisser tomber la profession, de vendre leur clientèle. Fait qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup de transitions qui se passent. Juste en 2000, ouais, c'était en 2023, on avait fait 20 acquisitions. Fait que tu sais, il y a du dans le passé, on a déjà un modèle qui était plus dans les acquisitions. Aujourd'hui, on est plus nos conseillers à faire des acquisitions. Je comprends. Mais des opportunités, tu sais, le monde, des fois, qui me disent, ah, il n'y a pas de clientèle à vendre, il n'y a pas d'opportunité. C'est juste que vous n'avez pas cherché, là. Quand tu Ouais. cherches, il y a plein de gens qui veulent vendre leur clientèle, là. Puis c'est juste de trouver une façon, comme dans n'importe quelle négociation, qui est win-win dans les deux parties. Puis tu vas en trouver des gens qui sont vendeurs, là. Il n'y a pas. Exactement. Puis ça revient à la discussion initiale de te mettre les pattes où ta clientèle cible est. Puis quelqu'un qui est en mode qui veut faire des acquisitions, ben va au regroupement de la CSF, va au regroupement des formations continues ABC. Soit là, soit omniprésent, tu vas serrer des mains, tu vas finir par faire des belles rencontres. Puis immanquablement, ça va créer des opportunités également pour le futur. Donc, c'est sûr que du confort de ton salon, il y a moins de business qui va se tramer que si tu es out there, puis que tu pousses, puis tu es là, tu es disponible. Puis surtout, après ça, tu fais tes suivis. Ça, c'est probablement un des points les plus importants. Ouais. Mais ça, c'est des points que je répète à chaque semaine. On dirait qu'il y a beaucoup de gens, d'après moi, qui ont comme le syndrome de la page blanche. Ils arrivent devant leur ordi. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Là, ils n'ont pas envie de faire de prospection, ils n'ont pas envie de faire d'appel. Puis là, ils se disent que tout va tomber du ciel. OK, je vais avoir quelqu'un qui va m'appeler pour racheter des produits financiers. Mais tu sais, c'est tellement pas ça, là. Moi, j'ai jamais eu un moment dans ma vie que je faisais rien, là. J'ai pas une seconde dans ma journée que je suis pas actif à parler à des gens. Tu sais, je dois même pas avoir. Derrière moi, dans ma journée normale, là, tu sais, j'arrive à 7h30 au bureau, je quitte vers 5h, ben, je pense que je passe 98% de ma journée au téléphone. Puis, fait que, tu sais, c'est comme, je suis busy, là, j'ai aucun moment de libre, mais je vais chercher des bons résultats grâce à ça. Mais le monde, faut juste qu'il. Puis les suivis, c'est la base de tout, là. Moi, de mon côté, là, aussi longtemps qu'une personne me dit pas non, je vais continuer à l'appeler, puis un moment donné, peut-être ça va prendre plusieurs fois, puis un moment donné, elle va répondre, peut-être qu'elle va dire que c'est le bon moment, peut-être qu'elle va dire que finalement, elle n'est pas intéressée, mais c'est pas grave, des fois, la situation d'une personne peut changer. Tu l'appelles à un moment, ça fonctionne pas, puis après ça, dans tant d'années, ben ok, finalement, ça va pas si bien, puis je suis prêt à faire un changement. Fait que les suivis, c'est super important, là. Absolument. Puis on est dans une industrie où il faut qu'il y ait une absence d'insatisfaction avant tout pour les clients. OK? Puis souvent, quand on va voir qu'il y a une opportunité de pouvoir rentrer dans le dossier, c'est justement quand il y a une insatisfaction auprès
du conseiller ou de l'équipe actuelle avec laquelle ou lesquels ils travaillent, que ce soit un changement de garde. Donc, par exemple, si c'est un senior qui s'occupait du père ou de la famille, puis là, le senior, il transfère quelqu'un de son équipe pour prendre la relève, ben ça, des fois, ça peut être des opportunités pour rentrer. Il peut y avoir un manque de suivi, justement, qui crée de l'insatisfaction auprès des clients. Donc, le fait d'être là, le fait d'être sharp, de faire tes suivis, je crois que c'est vraiment la façon numéro un là, de pouvoir t'immiscer dans des nouvelles relations. Après ça, c'est quand même un point qui est super important. J'étais allé à une formation à un moment donné, puis il disait, ça coûte 7 fois moins cher de bien t'occuper de tes clients, puis de t'occuper de ta business, puis tes clients actuels, plutôt que d'aller chercher un nouveau client. Donc, pensez à ça, là. Si tu veux acquérir un nouveau $1 000 000 en actifs, ça va te prendre ou ça va te coûter, entre guillemets, en termes de temps ou d'effort, 7 fois moins de actually t'occuper de tes clients actuels puis essayer d'aller chercher des références puis conserver tes clients plutôt que d'aller chercher un nouveau million de l'externe qui arrive un peu de nulle part de par ton développement des affaires. Donc, c'est de trouver un peu le juste milieu en fonction des deux. Puis je crois que se positionner de cette façon-là dans une clientèle nichée, puis d'être super proactif, de bâtir des services à valeur ajoutée, je crois que tout ça, ça met les chances de ton côté là, pour pouvoir continuer de croître puis de grandir dans l'industrie. OK, fait que dans le fond, de ton côté, tu pourrais juger que dans ta clientèle actuelle, tu as combien de pourcents qui provient de référencement? Est-ce que tu as quand même une bonne partie qui vient du référencement de tes clients existants? Sincèrement, je pense qu'on est peut-être à 80% à peu près des OK, clients. bon, c'est des belles statistiques. Ouais, je te dirais qu'on travaille avec des gens qui nous font confiance. On bâtit des relations à très, très long terme. Écoute, je peux te compter sur une main le nombre de clients qui ont quitté le bureau depuis qu'on les a onboardés comme clients. On est vraiment omniprésent. On a des infolettres, on a des rencontres trimestrielles sur les marchés, on fait des rencontres en personne pour la valeur ajoutée des clients. On fait des rencontres également en virtuel de façon plus rapprochée. Un élément, Louis-Xavier, que je peux peut-être te partager, que je crois qui est intéressant, puis franchement, ça a changé complètement notre pratique de notre côté. Quand la COVID est arrivée, c'était beaucoup d'incertitudes, on se posait des questions. Comme je te mentionnais, nous, on travaille avec des clients qui sont dans le secteur des technologies. Okay? Puis là, à ce moment-là, j'ai commencé à booker des rencontres. Puis dans leur calendrier, là, c'était des rencontres de 25 minutes. OK? Puis au début, là, la première fois que je book une rencontre de 25 minutes, écoute, je me gratte la tête, je me dis, tabarnouche, comment je vais faire pour aborder tous les sujets que je veux parler en 25 minutes? Puis finalement, t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois. Tu te rends compte que 25 minutes, c'est suffisant pour faire ce que tu veux faire, OK? Puis à ce moment-là, nous, on a shifté complètement. Dans nos calendriers, on n'a plus de rencontres de 60 minutes. On a juste des rencontres de 30 minutes pour les clients. Quand on book des rencontres, on préfère rencontrer nos clients plus souvent, mais moins de temps. Donc, d'avoir un pace qui est plus rapide avec les rencontres clients, mais moins de temps, donc les revoir 2 ou 3 ou 4 fois par année. Donc là, il y a certaines personnes qui vont me dire, OK, mais là, comment tu fais ou pourquoi tu fais ça? Ben, la réalité, c'est qu'un client, dans son année, là, imagine, pense à toi, là, Louis-Xavier, regarde-toi au 1er janvier, regarde-toi au 30 juin. C'est complètement différent, là. Je veux dire, ta situation a déjà évolué beaucoup. Puis la réalité, c'est que si ton gars de placement, si ton gars d'assurance, si ton planificateur financier, il ne t'appelle pas avant les REER de 2026 là, ou pour l'année 2025, ben probablement que tu as pris des décisions financières, probablement que tu as fait des affaires sans le consulter parce que, justement, il ne t'a pas contacté, etc. Donc, nous, le fait qu'on fasse des rencontres d'une demi-heure, c'est très rapide, c'est un pace qui est accéléré, parfait, peut-être un peu moins de chit-chat. Par contre, la partie, si on veut bâtir la relation, ben nous, on va le faire dans des événements en personne où on les invite. Puis là on va jaser. Notre job à ce moment-là, c'est de consolider la relation puis vraiment plus apprendre à les connaître. Mais quand on fait nos rencontres d'une demi-heure avec les clients, c'est que, OK, 5 minutes, on jase.
puis après ça, straight to business. Voici, tac, 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 ce qu'on va faire. OK, parfait. Comment ça se passe ta business? Parle-moi un peu, parle-moi de ta famille, etc. Puis après ça, on entre dans le vif du sujet. Action à prendre, boum, on envoie ça à l'équipe administrative. Écoute, le volume qu'on peut faire, sincèrement, j'ai doublé notre production. On a doublé, toute l'équipe, là, on a doublé notre production parce que nécessairement, au lieu de faire 20 rencontres par semaine, ben, on est capable d'en gérer 30, 40. Il y a des années où c'était un peu la folie furieuse, puis je roulais à 40, 45, 50 rencontres par semaine. Mais t'imagines le nombre d'opportunités que tu peux soulever si tu parles au trimestre avec tes clients qui sont en business, qui vont acheter des maisons, ils vont acheter des propriétés, des business, ils vont vendre des business. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Puis le fait d'être là, tu crées une meilleure relation, à mon avis. Puis bref, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ça, mais je pense que c'est un élément qui est vraiment super intéressant, puis vraiment important. Puis comme j'ai mentionné, nous, ça a changé notre façon de faire. Puis on est à peu près, je te dirais, à 20% de rencontres en personne. Maintenant, on est 80%, peut-être même 90% de nos rencontres sont en virtuel. Donc, ça a vraiment changé notre façon de faire. Il n'y a plus de perte de temps dans le trafic. Pour nous, ça a été un game changer. Ouais, mais pour moi aussi, même avant le COVID, j'étais pas mal tout déjà, presque tout en ligne. Puis je fonctionne moi aussi avec toutes mes premières rencontres, en tout cas avec des prospects, c'est 30 minutes. Je vois s'il y a un fit. Après ça, moi, je schedule une deuxième rencontre, 1 heure en vidéoconférence. Premier appel, vidéoconférence. C'est sûr que moi, je suis plus dans une position de développement des affaires toute la semaine. Fait que mais j'ai toujours été comme ça, moi aussi. Puis je trouve que l'efficacité est tellement différente. Là, je suis 100% d'accord avec toi. Ça change toute la dynamique d'affaires. Ça augmente la productivité. Puis j'aime le fait aussi que vous avez des suivis rapprochés avec les gens. Puis c'est vrai que si dans le fond, tu me parlerais aujourd'hui, puis juste même dans 3 mois, ma situation a complètement évolué. Fait que c'est même pas 6 mois, genre 3 mois, tu vas me dire, moi j'ai de la misère genre, à me projeter où je vais être plus tard. Là. Je sais même pas dans 1 an, je vais être rendu où. Je pourrais même pas te dire. Là, c'est comme quand tu es un entrepreneur, genre que tu es à 100% sans arrêt. Ben, je sais pas, mon chemin, ma direction, des fois, elle change même en cours de route. Puis c'est tout le temps, qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour optimiser ma business, puis qu'est-ce que je peux faire pour évoluer. Fait que je suis d'accord avec toi à 100%. Une clientèle d'entrepreneur, là, c'est sûr que tu as une personne, mettons, qui est un employé, qui a un salaire fixe. Mais lui, c'est différent un petit peu à cause que, tu sais, tout est plus prévisible. Mais un entrepreneur, j'ai acheté tel business, j'ai fait tel activité en immobilier, ça roule, là. Oui, clairement. Bon, c'est sûr que là, les conseils ou le partage que je fais, c'est en fonction de notre clientèle puis l'écosystème bâti. Maintenant, pour des gens qui aspirent à travailler plus avec des gens en business, je crois que d'adopter cette approche-là où tu deviens, j'utilise beaucoup d'anglicisme, là, mais tu deviens un problem solver, solution seeker. Donc, tu deviens quelqu'un qui va régler les problèmes pour l'entrepreneur puis qui va trouver des solutions également. Je t'ai jamais parlé de placement, là. Puis en faisant ça de cette façon-là, tu te positionnes comme étant un conseiller d'affaires, tu bâtis la relation, tu bâtis la confiance. Puis la réalité, c'est que la banque ou le broker d'une banque ou peu importe de où, qui fait juste parler des placements, c'est sûr que tu le déloges à un moment donné parce que tu es là, tu es omniprésent puis tu amènes des solutions pour sa business. Puis qu'est-ce qui est le plus important, mettons, après la famille pour les entrepreneurs? Typiquement, ben, ça va être sa business, nécessairement. 100%. Encore une fois, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est dans la façon qu'il faut procéder. Puis quand tu comprends, quand toi-même tu es un entrepreneur, c'est beaucoup plus facile de les conseiller. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Ça a été super. Peut-être un jour, on pourra se faire une part 2. On a pas mal de choses, d'après moi, à se parler. Vraiment content que tu aies partagé aujourd'hui tous ces trucs-là. Tu sais, des fois, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, on a toutes des stratégies, des trucs, mais c'est juste que les gens doivent décider de commencer à les appliquer. Moi, je me dis ça, chaque jour, tu peux juste appliquer un truc par une personne qui a réussi dans le domaine, un mentor. Ben, tu peux tellement évoluer dans un court laps de temps. Donc, merci pour ton partage. Il y a vraiment des points que, d'après moi, je suis convaincu qui vont aider notre audience. Ben, merci Louis-Xavier. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Puis, ça sera un honneur pour moi de revenir en studio éventuellement.
Excellent. Peut-être après la période des REER, ce coup-ci. Au plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Puis bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Ciao. Salut.